Bienvenue à tous. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter une conférence sur les araignées dans les zones humides qui va être présentée par Christine Rollard, qui est maître conférencier au MNHN, donc au Musée d'Histoire Naturelle. Merci beaucoup. Bienvenue à tous et merci de m'avoir permis de vous présenter un groupe sur lequel je travaille depuis maintenant une quarantaine d'années, avec des spécialisations un peu particulières. Donc, dans le cadre de ces journées, je vais plus axer bien évidemment sur les araignées des zones humides. Et avant de commencer, je voudrais savoir s'il y en a qui connaissent bien les araignées ou le niveau un peu de connaissance par rapport à ce groupe. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Tout le monde sait ce que c'est qu'une araignée, c'est ça que je veux dire, quoi. Hein, pas de peur particulière ou quoi que ce soit. Ça va. Là-bas aussi, c'est bon. Ok. Donc, je vais démarrer tout de suite par des généralités quand même un petit peu, parce qu'avant de rentrer dans la thématique, je pense que c'est quand même important aussi d'avoir quelques notions générales de toute façon, hein, qu'il est souvent bon de rappeler pour toute étude, hein, donc qui est faite sur n'importe quel groupe, que ce soit des groupes zoologiques, botaniques ou autres. Donc du coup, c'est vrai que les araignées font partie vraiment intégrante de beaucoup d'habitats, hein. On les trouve un petit peu partout, je vais le redire, dont effectivement les zones humides qui correspondent à la thématique des journées. Et on a un certain nombre de cortèges d'espèces qui sont effectivement plus inféodés à ces zones humides. Et je vais vous faire un petit peu un panel après, hein, donc d'un certain nombre d'espèces qui vont me permettre de vous présenter aussi du coup des différentes familles, différentes techniques de chasse, etc. Donc à travers les exemples que j'ai choisis. Donc on va rentrer un petit peu là-dedans. Alors pour quelques données un peu générales, du coup voilà le chiffre d'espèces et le nombre d'espèces qui ont été déterminés, identifiés à l'heure actuelle dans le monde. Hein, donc c'est le chiffre d'hier. On a la chance d'avoir un World Spider Catalogue, donc un catalogue mondial des araignées qui nous permettent de suivre au jour le jour pratiquement toutes les publications qui sortent sur les identifications ou les révisions d'espèces, hein, donc au niveau d'un travail systématique de taxonomie, d'identification. Et donc là, on est quand même à presque 50 800 espèces d'araignées, ce qui est quand même pas mal, en 132 familles différentes. Et à l'heure actuelle, même si on n'est pas très nombreux au monde à travailler sur ce groupe, ça commence à prendre un peu plus d'ampleur et on est quand même en moyenne à 800 espèces de nouvelles décrites chaque année dans le monde, ce qui est quand même pas mal. Donc, tout en étant catalogué un petit peu, moi, un peu spécialiste d'araignées, vous vous doutez bien que si je disais que je connaissais les 50 800 espèces, là, j'aurais des chevilles en bouteille de Perrier. Hein. Donc, du coup, non, je ne connais pas les... Voilà. Quitte à décevoir un certain nombre. Et je ne vais même pas connaître les 1750 espèces à l'heure actuelle en France. Sachant que la majorité sont effectivement aussi de petite taille. Et on est autour de 5000 espèces en Europe. Alors, contrairement à beaucoup d'autres groupes, on n'est pas très nombreux à travailler sur ce groupe-là, hein, avec beaucoup d'espèces. Et si vous avez, il y a un stand LPO là, hein, si vous faites un colloque ou si vous regardez le nombre d'oiseaux, il y a beaucoup moins d'espèces avec beaucoup plus de spécialistes. Hein. Donc du coup, c'est vrai que l'état des connaissances est complètement différent. Ok. Donc ça, c'est les chiffres donnés à l'heure actuelle. Alors, une petite question qui m'est souvent posée, puisque je vous dis, je suis un peu dans les diapositives un peu générales au départ, c'est sont-elles venimeuses? Quelle va être ma réponse? Elles sont venimeuses? Tout le monde est d'accord? Pas toutes. Bon, c'est quand même presque toutes. Hein. Sur 132 familles, il y a 4 familles, dont 2 familles entières, mais avec quelques espèces,
et 2 autres familles avec seulement 2 genres qui ne possèdent pas de glandes à venin. Donc oui, les araignées sont venimeuses pour la grande majorité d'entre elles. N'oubliez pas, je suis aussi enseignante, hein, donc peut-être un peu à cheval sur certains termes. Le terme de araignée venimeuse, ça veut dire c'est porteuse de venin. C'est pas égal dangereuse pour l'homme. Donc 2 termes différents qui désignent 2 choses différentes avec des définitions différentes. Donc oui, elles sont presque toutes venimeuses et on arrête là la définition porteuse de venin. Ça ne veut pas dire que c'est dangereux pour nous. Donc on mélange souvent les deux, hein. Alors, de quoi se nourrissent-elles? Et c'est ça qui est important aussi par rapport justement aux études qui peuvent être faites. Et vous allez le voir, un élément quand même primordial au niveau de l'équilibre, donc que sont les araignées. Elles se nourrissent quand même de beaucoup d'insectes. Alors, elles ont un régime carnivore, hein, essentiellement. On peut parler d'omnivores quelquefois parce que c'est vrai que un certain nombre d'entre elles peuvent récupérer des pollens ou quelques restes de végétaux, de choses comme ça. Une avait été qualifiée d'araignée végétarienne quand ça avait été décrit, une espèce d'araignée du Mexique qui, a priori, se nourrissait beaucoup d'acacias. Sauf qu'elle avait toujours quand même un régime carnivore à côté. Et quand l'acacia perdait son appétence au niveau de l'eau en particulier, donc elle retrouvait un régime carnivore à 100%. Donc elles sont quand même assez généralistes. Elles prennent ce qui vient dans leur toile ou elles prennent ce qu'il y a au niveau de leur errance un petit peu quand elles chassent. Peu sont spécialistes, mais il y en a quelques-unes qui sont spécialistes. Donc, certaines araignées qui mangent que des araignées, certaines araignées qui vont manger que certaines proies. Donc, ça peut arriver. C'est assez rare. Elles sont assez généralistes. D'où le fait qu'effectivement, c'est pas si facile que ça à utiliser, par exemple, pour de la lutte biologique. Hein, on fait quelquefois aussi de la lutte intégrée avec un certain nombre d'animaux. Pour les araignées, vu leur régime assez généraliste, elles ne sont pas ciblées sur telle ou telle proie. Néanmoins, elles ont pu être utilisées, et c'est en particulier dans les pays asiatiques, pour limiter certaines populations de ravageurs de culture, parce que si le ravageur est en grand nombre, il est souvent en fait pris dans les toiles où les araignées les croisent assez régulièrement et elles vont avoir un impact de toute façon sur ces ravageurs. Alors d'autres éléments un petit peu généraux, le plus souvent elles sont solitaires sur les plus de 50 000, donc près de 50 800 espèces. On a une vingtaine d'espèces qui vivent en communauté, hein, tout ensemble, sur des grands nappages de soie, donc c'est des espèces tropicales. Mais autrement, elles ne se tolèrent pas, c'est une vie en solitaire. Et un des plus gros prédateurs des araignées, ce sont les araignées elles-mêmes. Elles s'autorégulent, elles limitent leur population, donc c'est très bien comme ça. Vous voyez les tailles. Taille de la plus petite qu'on ait trouvée à l'heure actuelle. Alors, sa taille du corps sans les pattes. Les mesures, on va dire. Donc, on voit quelquefois avec... Donc, vous voyez ma taille optimum, hein, c'est 13 cm à peu près de taille de corps. Si vous allez sur les réseaux, etc., qui sont quelquefois juste à donner des chiffres qui sont juste pour impressionner en fait hein, les personnes qui vont regarder ça. Donc vous pouvez retrouver le chiffre de 30 cm pour la plus grande araignée du monde, avec les pattes étalées, ce que n'ont jamais les araignées. Donc pour nous, la mesure, ce n'est que le corps. Donc celle qui fait 13 cm, si elle avait ses pattes complètement étalées, ce qui est une mesure complètement fausse, elle pourrait aller jusqu'à un diamètre grosso modo de 30 cm. Mais bon, ce n'est pas le cas, il faut imaginer la taille du corps uniquement. Ça, c'est la taille maximum, la taille de la plus petite, 0,37, donc même pas un demi-millimètre. Et la majorité des araignées du monde entier, c'est autour de 5 mm à 1 cm de taille de corps. Donc ce n'est pas de grande taille. Durée de vie, quelques mois à une vingtaine d'années dans des conditions naturelles, sachant que la majorité, c'est 1 à 2 ans. Que ça soit en France, en Europe ou dans le monde. Hein. Ce n'est pas parce que c'est tropical que c'est plus gros ou que ça vit plus longtemps. Ça, c'est des idées quelquefois qui traînent et qui sont complètement fausses.
Elle se développe aussi donc par mue. Hein. Vous avez là dans une zone un petit peu de roseau, donc une araignée qui venait juste de muer. Vous avez la mue à côté. Hein. Quelquefois, on a ça sous les yeux et l'araignée n'est plus là en train d'attendre que son corps se durcisse. Hein. Et on a l'impression de voir une araignée morte. C'est une mue, en fait, c'est une exuvie donc d'araignée. Et donc, les araignées se développent ainsi pour leur croissance par mues successives, variables au niveau du nombre selon la durée de vie des individus et selon leur taille et leur grosseur. Donc, où trouve-t-on les araignées? Donc, je voulais vous commencer un petit peu la conférence avec des données un petit peu générales. Hein, je ne sais pas si ça a remis des choses dans la tête d'un certain nombre d'entre vous ou que vous ne connaissiez pas tout ça. En tout cas, oui, on les retrouve pratiquement partout. Hein. Alors, ce que je vais faire, c'est maintenant, puisqu'on les retrouve partout, qu'on va effectivement, comme je vous l'ai dit au départ, avoir un certain nombre d'espèces qui vont être inféodées effectivement à des zones humides. Donc, je vais faire un petit panorama de quelques espèces, dont certaines vraiment typiques, et en particulier celle-ci, qui fait partie. Alors, je vous mets les termes et je vous mets les noms de famille hein, pour ceux que ça intéresse, avec le nom scientifique hein, pour chacune des photos. Sachant que la majorité d'entre elles, c'est bien grossi, hein, mais ça sera autour de 1 cm grand max de taille de corps hein, pour la majorité des araignées que vous aurez sous les yeux. Donc ça, c'est la seule araignée et la seule espèce au monde qui est revenue à la vie aquatique, donc typiquement aquatique, qu'on appelle aussi quelquefois l'araignée scaphandrier. Donc je pense que tout le monde la connaissait en fait celle-là ou pas. Donc l'Argyroneta aquatica, et vous voyez hein, sur la première photo à gauche, donc elle est vraiment complètement entourée d'une bulle d'air. Donc elle va à la surface de l'eau, hein, donc elle vit dans des mares de faible profondeur, avec effectivement une certaine végétation, puisqu'il faut qu'elle mette au départ, donc vous voyez sur la photo de droite, la bulle est coincée par un certain nombre de fils de soie. Hein, donc ces bulles remontent, elle remonte à la surface, elle est recouverte de bulles d'air qui se collent un petit peu au corps grâce aux soies qu'elle a sur le corps, des milliers de soies sensorielles. Et ensuite, elle descend en s'agrippant à la végétation, elle pousse avec ses pattes arrière donc sur ces bulles pour s'en débarrasser. Et la bulle remonte et est bloquée par le petit dôme en soie qu'elle avait eu, qu'elle avait fait au préalable. Donc ça, c'est vraiment des araignées qui vont capturer dans des petites mares de faible profondeur. Donc c'est un très bon indicateur de l'état de la mare, puisque si elle est là, c'est qu'elle a aussi des proies à manger. Et donc si les proies sont présentes, c'est que on peut dire que la mare peut être de qualité quand même assez bonne. Elles peuvent se nourrir de petits insectes aquatiques, de petits têtards, de poissons, etc. Donc du coup, c'est des éléments moins classiques en fait dans la nourriture de la majorité des araignées. Et là-dedans, elles peuvent pondre aussi, hein, puisque leur vie est vraiment dans ces mares. Alors quand les mares s'assèchent, elles peuvent s'enfermer même quelquefois dans des coquilles. De coquilles je cherchais le terme, de gastéropodes ou autres, qui sont aussi présents dans la mare, bloqués avec des opercules en soie assez épaisses, et attendre que de nouveau il y ait effectivement donc de l'eau dans les zones en fait dans lesquelles elles vivent. Donc vous voyez que sur cette photo, on a une bulle d'air. L'araignée est à côté, toujours recouverte d'une bulle d'air, hein, et il y a une masse blanche à l'intérieur de la bulle qui correspond à son cocon, hein, son sac à œufs. Et ce sont des femelles qui protègent ces pontes. Quand les jeunes vont sortir, ils seront dans la bulle d'air, ils resteront quelques instants, et ensuite chacun va aller vivre sa vie en solitaire et la femelle va mourir à ce moment-là. Donc il y a une protection. Alors ce sont des araignées qui, comme toutes les araignées qui sont toutes terrestres pour les autres, respirent avec des poumons. Hein, donc elle a vraiment une respiration pulmonaire et trachéale, mais les ouvertures de ses poumons sont toujours du coup dans des bulles d'air. Hein, elle a gardé, il n'y a pas de transformation avec des branchies. Alors dans d'autres araignées qui peuvent aller aussi capturer
des petits insectes aquatiques, des têtards et autres, on a des araignées semi-aquatiques, donc très importantes aussi, en particulier les dolomèdes, Dolomedes de la famille des Pisoridés. Donc ça fait partie quand même des araignées qui ont une assez grande taille par rapport à la majorité des araignées en France, puisque la taille du corps peut aller jusqu'à 1,5 cm, 2 cm de taille de corps. Et elles se déplacent souvent sur l'eau, sur la végétation aquatique, et tout comme l'argironnette, plonge pour aller capturer ses proies. Elle va les repérer avec, vous voyez les pattes qui sont à la surface de l'eau. Elle va sentir grâce aux soies sensorielles. Alors on ne va pas parler de poils chez les araignées. Les araignées ne sont pas poilues, mais soyeuses. Elles sont recouvertes de sortes de poils, qu'on va appeler des soies, qui ne sont pas insérées de la même façon que nos poils à nous en tant que mammifères. Et ces soies, en particulier celles qui sont sur les pattes, sont très, très, très sensorielles et vont permettre aux araignées d'avoir, enfin c'est des mécanoréceptrices et des chimioréceptrices, d'avoir justement cette perception de l'environnement, des vibrations, des odeurs, etc. Donc grâce à ça, les dolomèdes, en pattes étalées, sentent les déplacements d'animaux qu'il y a sous la surface de l'eau et peuvent de temps en temps très rapidement plonger pour aller justement capturer l'insecte par exemple qu'elle a ressenti grâce à ses soies sensorielles au bout des pattes. Chez les dolomèdes, on a 2 espèces en particulier en Europe, très proches les unes l'une de l'autre. Donc, le Dolomedes striatus qui est la plus courante, et puis Plantarius qui est plus rare, et qui est d'ailleurs protégé dans certains pays limitrophes à la France, en particulier en Suisse, en Allemagne, puisque, et ça c'est je pense que vous l'avez abordé de toute façon dans les journées, c'est un des phénomènes qui n'est pas super donc, par rapport aux zones humides, c'est qu'on assèche souvent les zones humides, n'est-ce pas? Donc elles sont quand même, ce sont des zones assez fragilisées. Et on a effectivement pour cette Dolomedes plantarius, on a constaté qu'il y avait des chutes de population et donc qu'elle a été mise sous protection dans certains pays. Il se trouve qu'en France, on n'a pas d'araignées protégées. Alors pourquoi, à votre avis? Je vous l'ai dit au tout début. On n'est pas très nombreux. On n'a pas fait forcément des suivis sur pas mal d'années pour voir l'état des populations et voir comment elles évoluaient. Même si on sait que l'impact est très important, en particulier au niveau de ces zones humides, on n'a pas une estimation de comparaison avec l'évolution des populations. Donc, si on n'a pas de chiffres, on ne peut pas comme ça protéger sans avoir en fait des données scientifiques suffisamment valables pour pouvoir le faire. Ok. Mais je vous dirai à la fin ce qui a été fait quand même. Voilà les 2 espèces, Argyroneta et puis les Dolomedes, qui correspondent à des araignées qui vivent vraiment dans des milieux humides, dans des mares, dans des zones qui sont plutôt stagnantes. Et puis ensuite, il y en a d'autres qui sont terrestres, mais qui peuvent qui sont inféodées à des zones de toute façon humides, même si elles ne vont pas capturer des insectes ou des proies qui sont sous l'eau. Donc c'est le cas en général des lycosidés, donc ce qu'on appelle les araignées loups, donc qui courent au sol et qui de temps en temps, pour certaines, donc vous voyez le genre qui a été donné pour ces araignées-là, c'est Pirata, donc inféodées effectivement à des zones humides et à des zones d'eau, donc comme les pirates. Donc ces araignées-là, vous en voyez une femelle ici avec son cocon derrière, la boule blanche que vous avez derrière, c'est son cocon. Donc elle porte ses œufs donc à l'arrière. Et une fois que les jeunes vont sortir du cocon, ils vont se positionner sur le dos en fait des femelles, comme beaucoup d'autres arachnides. Vous savez que les araignées font partie des arachnides avec les scorpions, des acariens, les opilions qu'on appelle aussi les faucheux, etc. Et donc comme chez les scorpions ou dans les amblypyges aussi, les jeunes montent sur le dos des femelles et ensuite les femelles les portent pendant quelques temps avant que la dispersion ne se produise et que la femelle meurt à ce moment-là. Donc là, c'est une petite femelle de Pirata piraticus. Donc sur l'eau, elles peuvent se déplacer sur l'eau, elles peuvent capturer des insectes, mais à la surface de l'eau et non pas sous l'eau, même si de temps en temps, elles peuvent plonger pour échapper à un prédateur. Mais la nourriture se fait plutôt sur les insectes qui sont à la surface.
et la reproduction et autres se fait toujours à terre. Donc, inféodés aux zones humides, il n'y a pas que la pirate, Pirata piraticus, il y a beaucoup d'autres espèces de pirates. Et puis, il y a également d'autres espèces d'araignées-loups qui peuvent justement être aussi bien présentes dans les zones humides. Alors, autre araignée, donc vous voyez que là, on est sur des araignées en plus qui, pour l'instant, vous ne voyez pas de toile. Une des idées fausses, souvent, donc qui est évoquée, c'est que toutes les araignées construisent des toiles pour piéger leur proie. Là, pour l'instant, je ne vous ai pas évoqué cette façon de chasser, puisqu'effectivement, 50% des familles d'araignées n'utilisent pas un piège pour capturer leur proie. Elles vont chasser, comme celle-ci par exemple, à court, en courant au sol, en courant sur différentes surfaces pour aller capturer et pour aller récupérer leur proie. Donc il y en a beaucoup qui n'ont pas de toile. Alors on continue justement dans les araignées qui n'ont toujours pas de toile. Donc une autre famille, les Liochranidés. Donc ça c'est des araignées qui, comme les araignées loups précédemment, font autour d'1 centimètre de taille de corps. Pour la grande majorité d'entre elles, même si dans les araignées loups, les Lycosidés qu'on a vues précédemment, c'est là où on a aussi une de nos plus grandes araignées en Europe, qui est la tarentule, Lycosa tarantula, donc celle qu'on appelle la tarentule. Donc c'était dans la famille précédente, mais qui n'est pas du tout inféodée à des zones humides, mais plutôt des zones beaucoup plus sèches. On la trouve dans les plaines de Crau, par exemple, dans le sud de la France. C'est vraiment des zones donc très ensoleillées. Et là, la taille de ces Lycosa tarantula fait à peu près 2 centimètres. Ça fait partie des grosses, complètement inoffensives, contrairement à la légende qui dit que si on se fait mordre par une tarentule, on commence à être un petit peu dérangé du ciboulot, piqué de la tarentule, on va dire, et qu'il fallait danser à une certaine époque la tarentelle, donc une danse de plus en plus endiablée, pour pouvoir éliminer les effets de ce venin. Ce qui n'était pas du tout ce qu'il fallait faire de toute façon, mais la tarentule n'est pas dangereuse pour l'homme de toute façon. Alors, revenons à nos Liochranidés. Donc, ce sont des petites araignées donc, autour d'1 centimètre maximum de taille de corps qui, pareil, errent un petit peu donc, à la surface des zones bord de mare, etc., pour aller capturer des proies, pratiquement tout le temps des insectes. Et celles-ci, elles font des cocons très particuliers. Donc, ce n'est pas comme l'araignée loup, elles ne portent pas leur cocon à l'arrière. Je ne l'ai pas dit, mais bon, pour les dolomèdes, par exemple, le cocon est porté à l'avant. Ça fait une énorme boule blanche pour des dolomèdes qu'elles vont déposer à un moment donné dans la végétation et les protéger des prédateurs éventuels. Et là, celles-ci, les agroecas, vont faire des cocons qui ont un peu la forme d'un verre à pied renversé. Vous voyez le petit cocon blanc au milieu. Donc là, le cocon n'est pas fini, on va dire. Donc elle a déposé au milieu une vingtaine d'œufs, recouverts de soie. Et ensuite, elle va, normalement, s'il n'y a pas quelque chose qui l'a bloquée ou si elle n'est pas morte d'épuisement avant de finir, elle va récupérer des éléments au pied de la végétation, donc un petit peu humide, et elle va maçonner tout autour. Donc c'est le cocon que vous voyez sur le côté. Le maçonner tout autour, en fait, pour protéger donc ces œufs, puisque les pontes ont lieu en général à la période la plus chaude, donc juste avant l'été. Et donc ça protège, avec cette couverture un peu de boue qui va sécher, ça protège les œufs des rayons du soleil de l'été. Et donc ça va pouvoir se développer très, très facilement. Et donc là, ces agroecas vont faire ces cocons et mourir juste après la confection des cocons. Et peuvent en faire 1 à 3 selon les femelles. Et ensuite, les jeunes vont sortir pendant l'été et passer l'hiver à un stade assez jeune près des zones humides. Autre araignée qu'on peut trouver très facilement au niveau des roseaux, au niveau des tiges, donc en bord de mare ou en bord d'étang, ce sont les clubionidés. Donc vous voyez l'allure en fait complètement différente de toutes celles qu'on a vues précédemment, très allongée, avec les tiges. Alors, vous savez que les araignées font partie des chélicérates, donc ils ont des chélicères et non pas des mandibules ou des antennes comme chez les insectes ou chez les crustacés ou les mille-pattes.
Donc, on a des chélicères, des tiges qui vont porter les crochets à l'avant, qui sont assez sombres. Hein, vous le voyez, donc c'est vraiment assez noir. Et donc, ces araignées-là sont errantes. Ils vont chasser aussi en errant. Et on les trouve très fréquemment pendant la journée, puisque ce sont des chasseuses nocturnes, dans des loges de soie. Donc, vous voyez sur l'image une loge qui a été ouverte. Hein. Donc, c'est des loges de soie très allongées dans lesquelles elles se tiennent au repos pendant la journée avant d'aller chasser la nuit. Encore une fois, toujours la majorité d'entre elles, des insectes qui sont près des zones humides. Donc, on a fait quand même le tour d'un certain nombre de familles là, hein, donc on peut rencontrer au niveau de ces milieux. Puis il y en a une aussi là qui est souvent bien perçue d'ailleurs pour ceux qui n'aiment pas trop les araignées, mais celles-ci sont souvent qualifiées de mimi, hein, de mignonnes et tout ça, avec des beaux yeux. Et puis en plus elles ont 2 gros yeux, ce qui correspond un peu à l'image qu'on peut avoir nous d'une humain avec ses 2 gros yeux. Bon, les araignées en général, combien d'yeux? Est-ce que vous avez une idée? Pour beaucoup, 8. 6, c'est bon. 4 aussi. 2 aussi. Et 0 aussi. Hein. Donc, 0, c'est peu d'espèces. C'est quelques espèces. Vous pouvez supposer dans quel milieu elles peuvent vivre si elles ont perdu la vision. Des cavernes, des grottes, des endroits où elles sont toujours dans le noir. Hein. Mais il n'y a pas que les araignées qui ont perdu la vision hein, en tant que cavernicoles. Hein. Il y a beaucoup d'autres groupes. Mais bon, il y a des araignées, on en a même en France, hein, certaines espèces qui vivent et qui sont endémiques de certaines grottes des Pyrénées, hein, qui n'ont plus effectivement d'yeux hein, et qui ont des pattes très très allongées, puisque, je vous ai dit tout à l'heure, les autres organes sensoriels qui permettent d'avoir les autres sens en dehors de la vision, c'est-à-dire le goût, le toucher, l'odorat et l'ouïe, c'est grâce aux soies sensorielles sur les pattes. Et là, bien sûr, ces araignées-là ont des pattes très allongées, beaucoup de soies sensorielles qui leur permettent de percevoir tout l'environnement des grottes ou des zones où elles vivent. Donc la majorité des araignées, c'est quand même 6 ou 8, effectivement. Hein, d'accord ? Donc, celles qui sont souvent bien perçues, ce sont les araignées sauteuses. Donc les salticidés. Donc c'est la famille au monde qui a le plus grand nombre d'espèces, avec une diversité de couleurs, pas forcément de forme, mais de coloration, surtout pour les mâles, puisque chez ces araignées-là, les mâles vont faire des danses nuptiales pour diminuer l'agressivité naturelle des femelles, parce que je vous ai dit au tout début que la majorité était solitaire. Donc du coup, au moment du rapprochement des sexes, les mâles doivent développer un certain nombre de stratégies pour pouvoir aborder les femelles et diminuer leur agressivité. Donc les salticides utilisent justement des sortes de danses, hein, de parades, en utilisant leurs pattes ou en utilisant même quelquefois des voiles qu'elles peuvent avoir sur le corps. Hein. Je vous conseille d'aller voir, si vous ne connaissez pas, des petites vidéos sur Internet. Il n'y a pas que des bêtises quand même. Il y a des vidéos de petites araignées pans d'Australie qui font 2-3 mm, qui ont été filmées par un gars qui les a découvertes il y a quelques années. Et le mâle a une voile qui va ouvrir sur son abdomen, qui va ouvrir comme un pan. Hein, et il va faire des danses avec des colorations qui sont vraiment splendides. Et elles utilisent beaucoup leur vue, du coup, pour rapprochement des sexes, mais aussi pour chasser. Et parmi les araignées, donc les araignées voient bien hein, dans leur monde à elles. Hein, quand je vois ça des fois sur Internet que les araignées voient mal, je ne sais pas d'où ça sort, ça. Les araignées voient très bien, encore une fois, si on s'oublie, qu'on ne compare pas et qu'on se met bien à leur niveau, la majorité 5 mm à 1 cm, et que dans leur vision à elles voient à courte distance pour une vision fixe, mais ça va très bien dans leur monde à elles. Celles-ci ont une plus grande distance par rapport à d'autres araignées, puisqu'elles peuvent faire des bonds de 30 fois leur taille en repérant un insecte sur un support donc face à elles. Et ces araignées-là, ce genre-là, Marpissa, ça fait partie de nos plus grandes araignées sauteuses en France, voire aussi dans le monde d'ailleurs, puisqu'elles peuvent aller jusqu'à 1 cm de taille de corps, alors que la majorité des araignées sauteuses, c'est autour de 4 mm, 5 mm grand maximum. Et donc, celles-ci sont complètement inféodées aux zones humides. Donc, Marpissa muscosa ou Marpissa nivoi. Donc, vous voyez, elles sont sur des petites zones un peu, pour la deuxième, un peu sableuses. Donc, du coup, elles sont typiquement donc présentes
dans des prairies humides, dans des zones humides, sur le bord sur le bord un petit peu de rivières, d'étangs, etc. Alors, ils capturent beaucoup d'insectes, soit rampants, volants, sautants, etc. Parce qu'elles peuvent se faire des bonds, hein, donc c'est des sas en sautant, hein, en faisant des bonds. Donc, encore une fois, à une distance assez considérable par rapport à leur taille. Donc, celle-ci, c'est vraiment un des genres qu'on retrouve très fréquemment donc, dans les milieux donc, qui sont traités pour ces journées. J'ai fait un petit inventaire de celles qui n'utilisent pas de toile pour chasser. Et maintenant, on va aborder celles qui éventuellement font des toiles. Donc, quand on retrouve, en fait, c'est toujours ces milieux, là, on va diminuer encore au niveau de la taille, puisque cette famille, les Aniidae, qui au niveau systématique, hein, moi mon boulot au départ c'était plutôt de l'écologie puisque j'ai travaillé pendant ma thèse sur les insectes qui mangent les araignées, en particulier les œufs d'araignées. Donc c'était observation de l'impact de ces insectes qui étaient des hyménoptères qui pondaient des œufs dans les cocons d'araignées et dont les larves se nourrissaient des œufs d'araignées. Donc quand je suis arrivée au muséum, donc il y a maintenant 34 ans, on m'a dit maintenant tu fais de la systématique d'identification plutôt que de l'écologie. Donc j'ai abandonné mon sujet de thèse et maintenant il faut déterminer. Les caractères pour déterminer les araignées, c'est pas toujours évident et c'est pour ça que c'est un groupe qui n'est pas forcément toujours facile à étudier sur le terrain puisqu'il faut obligatoirement faire des prélèvements pour pouvoir les identifier. Majorité petite, observation de caractère à la loupe et pour cette famille-là, il y a un caractère qui est très important. Donc, les araignées, leur caractéristique, c'est de faire quoi, à votre avis? Hein? De ne pas faire des toiles. Hein. Ne me dites pas faire des toiles, parce que j'ai dit qu'elles ne faisaient pas toutes des toiles. C'est de produire des fils de soie. Voilà. Donc, du coup, elles sont couvertes de soie et elles produisent un fil d'un matériau qu'on appelle la soie. Donc, je vous disais que c'est un monde soyeux hein, tout à l'heure. Donc, ces araignées-là vont produire, donc, comme toutes, des fils de soie. Et à l'arrière, alors on ne distingue pas très bien sur l'image, mais on voit des choses dépasser de l'abdomen. Et c'est des petits tubes qui sont rangés. Donc, les organes qui vont permettre de produire des fils de soie, ça s'appelle des filières, en général au nombre de 6. Et chez cette famille-là, de toute petite taille, c'est des araignées qui font quelquefois 2 mm, 3 mm. Les filières sont toutes en rangée. C'est une caractéristique de cette famille-là. Donc, c'est assez facile à voir déjà sur le terrain quand même avec cette taille-là. Et donc, elles aiment bien faire des toutes petites toiles, plus ou moins en nappe, au bas de la végétation, donc sur le bord justement des mares, des petits ruisseaux, des petites flaques d'eau. Donc, on peut les repérer, entre guillemets, assez facilement. Donc, elles se déplacent un petit peu comme sur leur nappe, hein, comme peuvent le faire, par exemple, les tégénaires de nos maisons, les grandes qui font des toiles en nappe avec des entonnoirs. Donc, elles sont sur leur nappe. Ben, les Aniidae sont aussi sur leur petite nappe, de petite taille, mais on peut les retrouver. Elles se nourrissent de petits insectes qui sont dans ces zones-là. Alors, celles qui font aussi d'autres toiles, en nappe, pareil, mais sous lesquelles elles se tiennent. Donc rien que dans la nature, si vous connaissez le comportement des araignées, la forme de la toile, la position des araignées quand c'est des toiles en nappe pour les deux là, familles que je vais vous montrer, dessus ou dessous, on a des familles différentes. Donc l'observation sur le terrain est toujours très importante pour pouvoir déterminer au moins la famille. Donc ça, vous avez certainement déjà vu, des petites toiles, surtout avec la rosée du matin, hein, dans des prairies, etc. Des toiles avec plein de petites gouttelettes de rosée en nappe. Et dessous, si on arrive à les voir, parce qu'elles sont souvent sombres, alors du sombre sur la terre, c'est pas facile à voir. Elles font en général 1 mm, 2 mm pour la grande majorité d'entre elles. Ce sont des lignifides. Et une de celles qui est vraiment inféodée aussi aux zones humides, c'est cette espèce-là. Bon, il y en a plein d'autres, hein, mais bon, je vous en ai mis quelques-unes. Et là, c'est un mâle. Est-ce que tout le monde sait reconnaître au fait un mâle araignée d'une femelle?
Parce que là, rien qu'en voyant l'araignée, je sais que c'est un mâle, en fait. Voilà, donc les pédipalpes. Donc les araignées ont 4 paires de pattes qui servent à marcher, une petite paire de pattes à l'avant qu'on appelle les pédipalpes, qui vont palper, qui vont tâter. Hein. Et regardez, pour cette araignée, les pédipalpes sont pourvus à l'extrémité de sortes de boules. Alors, ce n'est pas le terme, hein. C'est bulbe copulateur, donc ça va servir à la copulation, à l'accouplement, et c'est grâce à ça que les mâles vont pouvoir déposer des spermatozoïdes dans la fente génitale des femelles au niveau de l'abdomen. Donc vous regarderez, pour ceux qui ne savaient pas, les araignées qui ont des boules, ce sont des mâles, celles qui n'ont pas de boules, ce sont des femelles. Ça va, c'est facile à se rappeler, je pense. Donc ces araignées-là sont hyper importantes. Je vous disais tout à l'heure, les salticidés, les araignées sauteuses, c'est la famille où il y a le plus grand nombre d'espèces. Et la deuxième, ce sont les ninifides. Donc les ninifides, il peut y en avoir énormément en fait au niveau du sol. Hein. Donc toutes ces petites araignées, le moindre petit interstice, le moindre trou dans des chemins, etc., vous pouvez trouver une petite toile comme ça en nappe. Hein. Alors on continue dans les toiles pour les dernières. Et là, c'est typique de celles qu'on... La caractéristique pour beaucoup de gens, c'est ça, hein, l'étoile, et l'étoile régulière géométrique. Donc là, il y en a énormément au niveau des tétragnatidés qui font ce genre de toile géométrique. Alors là, elle est en plus avec du givre, elle est très jolie, et qui font ce genre de toile géométrique. Alors il y a des espèces forestières, mais il y a beaucoup d'espèces inféodées aux zones humides, qu'on retrouve quelquefois au-dessus d'une rivière. Hein, donc, c'est des toiles qui sont souvent un petit peu orientées, pas complètement verticales, mais elles peuvent même carrément être horizontales, tendues entre deux rochers au-dessus d'une rivière. Et là, l'araignée, au milieu de sa toile, va attendre que les proies, et souvent des insectes aquatiques qui vont s'envoler, se prennent dans la toile. Donc, voilà l'allure en fait des tétragnates. Et ça, on en trouve énormément en fait sur le bord des rivières et autres. Hein. Donc là, maintenant, vous savez qu'il y a une femelle et un mâle. OK ? Donc, on voit bien les bulbes copulateurs de celui qui est en dessous. Là. Donc, elles ont tendance à être très allongées, les tétragnates. Donc, c'est très reconnaissable, un peu comme des brindilles. Et elles se tiennent souvent donc, soit au centre de la toile, donc très, très, très fines, hein, avec les 2 premières paires de pattes très allongées vers l'avant et les 2 autres vers l'arrière. Et on voit à peine qu'il y a une araignée. Caractéristique de la toile, et pourquoi je vous dis ça, c'est parce qu'il va falloir regarder celle d'après, que sur le terrain, je peux déjà dire si j'ai sous les yeux une toile géométrique, parce qu'il n'y a pas que les tétragnates qui font des toiles géométriques, mais je peux dire ça c'est une toile de tétragnate et la suivante, ce sera une toile d'aranéide, c'est-à-dire les épères classiques qu'on peut voir aussi un peu partout. Regardez bien le centre de la toile, il y a un trou. Tout au centre. Le moyeu central a un trou. Et si je vous montre celle-ci, il n'y a pas de trou. Donc, rien qu'en regardant sur le terrain, et l'idéal, c'est le matin avec la rosée, mais si vous allez faire du terrain ou vous allez faire des études dans la journée, souvent, ça peut être intéressant d'avoir un petit vaporisateur à eau et vous vaporisez en fait sur les toiles. Et rien que là, en regardant le centre d'une belle toile géométrique, si vous n'avez pas bien vu, vous regardez le centre et vous dites « Ah, ça c'est une aranéidée » ou ça c'est une tétragnatidée, en regardant le centre. Alors, les aranéidés, il y en a aussi énormément, justement, sur le bord des rivières. Et il y a plein d'espèces qui sont uniquement présentes, ou très très souvent présentes, sur le bord des rivières, des mares, des étangs, etc. Donc, une des plus classiques, parmi les épères, c'est vraiment celles qui font cette toile géométrique, une des plus classiques, c'est l'épère des roseaux. Donc, l'Arignoides cornutus. Donc, on la voit souvent dans les inflorescences, hein, des joncs, des petits, au bout des petits rameaux, comme ça. Et elle est très mimétique. Hein. Donc, là, la loge dans laquelle elle se tenait à côté de sa toile géométrique a été ouverte. Et vous voyez, en fait, sa coloration. Hein. Et pourquoi on l'appelle cornutus? Ça fait comme s'il y avait 2 cornes. Regardez le dessin sur l'abdomen. On voit à la base, hein, donc au niveau de céphalothorax à l'avant, il y a ces 2 cornes qui partent,
Donc d'où son nom de cornutus. Mais on peut l'appeler aussi communément l'épère des roseaux parce qu'elle se tient pratiquement tout le temps là. Et vous avez le mâle, donc là sur la gauche. Donc ça, c'est si vous n'avez pas d'épère des roseaux dans certaines zones, c'est un petit peu étonnant parce que c'est vraiment une des espèces qu'on trouve le plus fréquemment au bord des temps. Alors une autre, peut-être un peu plus à l'arrière, dans des zones humides, voire quelquefois dans des arrières-dunes aussi. Une assez spectaculaire donc à l'automne, alors que l'épère des roseaux, on peut la trouver plutôt adulte au printemps. Donc une des épères automnales, c'est celle-ci. Alors je ne sais pas s'il y en a qui la connaissent, mais bon, elle est toujours assez spectaculaire quand je fais les sorties à l'automne avec les étudiants pour les stages de master, là, en Normandie ou dans la région parisienne. On essaye de chercher justement ces araignées et ces épères à 4 points, donc, ou carrés. Vous voyez 4 points blancs là qui font comme un carré, parce que c'est quand même c'est très joli aussi. Enfin, je les trouve très jolies. Chacun trouve joli ce qu'il veut. Mais elles se tiennent effectivement souvent soit au centre de la toile, soit dans une petite loge à côté, bien protégée, mais reliée au centre de la toile par un fil un peu avertisseur. Taille du corps pour celle-ci, surtout que ça fait un peu globuleux, surtout les femelles quand elles sont pleines d'œufs. Donc là, la grosse, elle est prête à pondre, là, donc elle est remplie d'œufs. Donc l'abdomen est très volumineux pour la femelle. Elles font autour d'1 centimètre de taille de corps. Mais ça fait à peu près aussi large que long, du coup, quand elle est bien pleine. On va aller maintenant sur, alors tout ça c'est dans la nature, et on va aller sur une épère qui adore toutes les constructions qui sont au-dessus des rivières, au-dessus de certains ruisseaux, etc. Les ponts. On l'appelle l'épère des ponts, du coup. Donc, je pense que vous avez tous regardé, tous vu, donc sur des barrières ou sur les piliers des ponts, des toiles de ce type, géométriques, avec l'araignée qui n'est pas présente dans la journée au centre de sa toile, mais toujours dans une petite loge à côté. Et là, à la tombée de la nuit, vous pouvez voir, en fait, si vous parcourez les ponts entre les poteaux, toutes ces araignées-là qui sont juste au centre de leur toile en attendant que les proies passent dedans, passent dans leur piège. Ce sont les épères des ponts, donc l'Arignoides sclopetarius, qu'on peut voir maintenant aussi sur des habitations, quelquefois qui sont effectivement dans des zones assez humides. Il faut toujours une grosse humidité et on peut en voir aussi sur des habitations dans des angles qui ont construit leur toile à partir du moment où il y a une grande humidité. Donc voilà, ce que je voulais un petit peu vous présenter, c'était un petit éventail, et ça vous montre un peu la diversité du monde des araignées, de celles qu'on peut fréquemment retrouver dans des zones humides. Avec un petit rappel pour cette avant-dernière diapositive, c'est leur rôle. Le rôle des araignées, c'est vraiment assez haut dans la pyramide alimentaire, c'est des prédateurs. On a dit que c'était des carnivores qui se nourrissaient d'énormément d'insectes quand même. Donc elles ont un rôle écologique très important. En plus, effectivement, comme elles sont inféodées à certains types de milieux, quand on a des cortèges d'espèces, c'est des très bons bioindicateurs de l'état des milieux. Présence des araignées, présence des proies, équilibre qui se fait très bien. Et vous voyez qu'elles peuvent manger quand même leur poids en insectes tous les 3-4 jours. Elles ne mangent pas tous les jours. Elles peuvent jeûner pendant des jours, des semaines, voire des mois, certaines. Elles ont toujours besoin quand même de boire régulièrement. Mais il y a une étude qui a été faite il y a pas très très longtemps, avec une estimation de la masse d'insectes que les araignées dont les araignées pouvaient se nourrir, c'est-à-dire la totalité des araignées du monde entier, avec le nombre d'individus estimés, c'est la totalité de la masse humaine chaque année en insectes, ce qui est quand même énorme. Donc vous voyez qu'il peut y avoir même plusieurs centaines d'araignées au mètre carré dans des milieux naturels comme des prairies humides, etc. Alors c'est beaucoup moins que des acariens, c'est beaucoup moins que des colamboles, etc. ou certaines fourmis, mais c'est quand même très important. Donc très important en fait ce rôle-là. Et du coup, il a été mis en place il y a quelques années des listes
pour faire des stratégies de création d'aires protégées. Donc il a fallu lister un certain nombre d'animaux qui permettaient de pouvoir faire ces créations d'aires protégées. Les araignées ont été mises en avant, alors que je vous ai dit il n'y a pas d'araignées protégées, mais au moins il y a quelques années, à l'aide des membres d'une association française d'arachnologie, donc ASFRA, ASFRA, vous pourrez aller regarder sur Internet. Donc il a été mis en place une liste SCAP, donc stratégie de création d'aires protégées, avec une douzaine d'espèces, et en particulier, puisque c'était les premières demandes qui avaient été faites, celles qui étaient inféodées aux zones humides, et qui permettaient justement de pouvoir sortir ça et de pouvoir, lors d'études, dire « hop, attention, il n'y a pas d'argironète, il n'y a pas de dolomètre d'ici, il n'y a pas de marpissa, etc. Attention, en fait, le milieu est peut-être un peu perturbé. » Donc, il y a une douzaine d'espèces, dont un grand nombre que je vous ai présenté là, qui sont sur ces listes SCAP. Et puis, il se trouve que quand on fait des études, il y a beaucoup de groupes qui sont mis en avant, qui sont connus, avec des espèces protégées. Quand on veut créer des zones naturelles d'intérêt donc de faune et de flore, des SNIEF, ou quand on veut définir certaines réserves ou certaines zones Natura 2000, etc., on fait souvent appel à des espèces soit protégées, soit qui sont sur des listes rouges. Donc ils mettent en avant un certain nombre de groupes, alors ça peut être zoologique ou botanique ou autre, dont on a besoin d'avoir des informations, quoi. Et il se trouve que là, grâce à justement notre association française d'arachnologie, il y a un groupe de travail qui s'est mis en place il y a quelques années et qui travaille avec l'INPN, donc l'Inventaire national du patrimoine naturel, et qui a mis en place donc cette liste rouge, donc il va sortir dans peu de temps, et qui permettra justement de pouvoir utiliser aussi un peu les araignées quand même, qui étaient quand même pas mal délaissées, pour mettre en avant justement des études de milieu, d'habitat, etc. Donc il y a des avancées, ça ne se fait pas à grande vitesse, mais il y a des avancées quand même par rapport à ça, et en particulier justement certaines inféodées aux zones humides, voire certaines à des zones plutôt forestières ou des milieux ouverts. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné un petit aperçu de ce que pouvaient apporter les araignées par rapport à cette thématique très importante et de milieux et d'habitats qui malheureusement sont quand même très fragilisés et ont besoin qu'on s'en occupe. Il ne faudrait peut-être pas continuer à sécher les zones humides quand même. Voilà, merci beaucoup. Bon, si vous avez des questions maintenant, c'est bon. Je vous ai apporté, c'est un petit cadeau, bon, Noël est passé, mais je vous ai apporté, si vous voulez, des petites cartes postales là, que j'ai mis devant. Si vous voulez repartir avec un petit cadeau, une petite araignée, donc en souvenir. Et j'ai pas apporté les bouquins, parce que j'ai écrit un certain nombre de bouquins pour justement transmettre d'autres informations sur les araignées. Donc vous en avez un exemplaire ici si vous voulez feuilleter. Et puis, si ça vous intéresse, c'est libre c'est en librairie ou autre, donc vous pouvez. Donc des questions, parce que bien sûr, je vais aborder un seul aspect. Il y a beaucoup de choses à dire sur les araignées. J'espère que ça vous a permis au moins d'avancer un petit peu dans leur connaissance. Tu peux en prendre autant que tu veux. Un exemplaire de chaque si tu veux. Déjà, merci beaucoup pour la conférence. C'était vraiment super intéressant. On est surtout resté sur les zones d'eau douce. Je voulais savoir s'il y avait des espèces qui étaient plutôt liées au milieu saumâtre ou les estrans, par exemple. Merci. J'avais pas fait ça parce que justement j'attendais la question. Donc c'est très bien. Il se trouve qu'en fait on en a effectivement, certaines qui sont évoquées là peuvent se trouver aussi dans des zones un petit peu plus saumâtres. Et on a des espèces, alors aucune espèce n'est marine chez les araignées, mais on a quand même des espèces, très peu, mais quelques-unes, qui sont dans des zones de balancement des marées aussi. Donc ils peuvent être recouverts par l'eau de mer, en s'enfermant dans des coquilles, en regroupant des grains de sable avec des couches de soie très très épaisses, ça leur fait une petite coque.
recouverte par la marée descend, hop, elle réouvre. C'est très, très imperméable, en fait. Donc, on a des espèces qui sont vraiment inféodées aussi à ces zones de balancement des marées, avec des espèces qui sont vraiment juste au bord ou en arrière-dune, tu vois, dans ces zones-là. Les carrés, donc à 4 points, sont un petit peu concernées. Elles sont vraiment juste au bord de ces zones-là. Il y a aussi des araignées loups qu'on peut retrouver dans la zone de balancement des marées. Donc, il y a quelques espèces que tu peux retrouver quand même quel que soit le milieu humide, si tu veux. Mais on n'est plus sur le même nombre d'espèces malgré tout, hein, mais il y en a quelques-unes qui sont connues pour ça. Aucune autre question? Vous savez tout maintenant? Pas moi, hein, Vous avez parlé de moments propices pour observer des araignées, notamment... Toute l'année, en fait, hein, finalement. Alors, dans l'année, oui. Oui, toute l'année, mais bon, quand tu fais des études ou des choses comme ça, c'est plutôt pour arriver à avoir des adultes de différentes espèces tout au long de l'année. La zone de printemps, début d'été et puis automne, c'est les meilleurs moments. Okay. Et du coup, à une échelle plus réduite, dans la journée... Ah dans la journée, c'est n'importe quand, parce que après l'observation, tu vas retrouver dans la journée des espèces à activité diurne, hein, des araignées sauteuses, des araignées crabes, j'en ai pas montré, il n'y en a pas énormément inféodées vraiment au milieu humide, donc ils font de la chasse à l'affût sur des fleurs, sur différents supports, par exemple. Et après, bien évidemment, ça peut être intéressant de faire aussi des petites chasses de nuit avec la lampe frontale, aller regarder toutes celles qui sortent la nuit pour... Mais après, on a des techniques d'échantillonnage, bien évidemment, puisque la majorité font 5 mm. Donc, il faut vraiment exercer sa vue pour aller les chercher. Tu peux les chercher à tout niveau de la végétation, du sol jusqu'à même dans les arbres assez hauts. Il faut d'abord bien les chercher à vue. Sinon, comme d'autres groupes, par exemple les insectes, tu vas utiliser des filets fauchoirs dans l'herbe, hein, et puis tu vas t'en retrouver pas mal. Hein. Ou battre les arbres et tu vas retrouver un certain nombre d'espèces. Hein. Là, on me dit souvent en hiver, il n'y en a pas. Si, elles sont là aussi. Sauf qu'elles ne sont pas très visibles et que beaucoup d'espèces passent l'hiver à un stade jeune. Donc déjà qu'elles ne sont pas très très grosses, donc c'est des petites. Mais bien évidemment, si tu sais les chercher, si tu sais utiliser les techniques, tu vas en trouver à tout moment de l'année. Et dans la journée, tu peux aller regarder n'importe quand. Alors ça peut être intéressant d'aller en début de journée, donc avec une journée ensoleillée, fraîche, etc., avec la rosée du matin. C'est là que tu vas repérer déjà toute l'étoile, ou les fils de déplacement. Donc tu peux voir dans quel milieu, ou dans la haie, ou dans l'arbre, ou au sol, tu peux trouver, parce que tu suis les fils de déplacement aussi. Mais tu peux voir ça à n'importe quel moment de la journée. Hein. Donc c'est assez facile, entre guillemets, d'aller chercher des araignées. Hein. Puis quelquefois, tu n'as même pas besoin de te déplacer beaucoup. Tu te mets dans un coin, tu regardes autour de toi et tu habitues ton regard. Et là, tu vas voir qu'il y en a. Hein. Il y en a plein. Quand je fais des sorties ou des animations, au départ, il faut chercher. Puis après, il y a des gens qui disent « Ah, mais là, j'en vois une. Ah, ben là, j'en vois une. Ah, ben oui. À partir de là, tu t'en vois partout. Sincèrement. Hein. Enfin, tu connais un petit peu ou pas du tout les araignées? Non, pas du tout. Non, d'accord. Mais non, mais il faut savoir regarder, ouais. Moi, je voulais savoir quelles étaient à peu près vos missions au sein du Muséum d'histoire naturelle. En fait, je suis au Muséum d'histoire naturelle en tant qu'enseignante-chercheuse. Donc déjà, j'ai mes 2 missions dans mon titre, là. Donc, je suis enseignante, hein, j'ai un certain nombre d'heures de cours. Et puis, en tant que chercheuse, donc au début, je voulais évoquer, hein, donc j'ai plutôt travaillé en écologie sur les insectes qui mangeaient les araignées. Depuis que je suis au muséum, c'est plutôt de la systématique, d'identification. J'ai eu la chance d'aller sur des missions dans certains pays à l'étranger ou même en France. Hein, on continue à faire l'inventaire des araignées de Corse, à aller dans certaines régions comme le Mercantour, comme différents endroits où on n'avait pas vraiment cherché les araignées. Donc il y a tout ça à découvrir, à identifier. Donc mon boulot derrière, c'est je récupère tout ça, c'est dans l'alcool.
puisque c'est mort donc pour pouvoir les déterminer. Et c'est en attente dans mon bureau avec plein de bocaux qui attendent quelquefois depuis des années d'être déterminés. Ça se fait pas en 5 minutes. Hein. Entre le prélèvement et quelquefois la description d'espèces nouvelles, c'est entre 3 et 10 ans. Hein. Donc c'est pas aussi évident que ça à faire. C'est pas rentable comme science. Et puis dans les missions que j'ai, alors pas mission de terrain, mais les activités que j'ai en tant qu'enseignante-chercheuse au muséum, il y a aussi de la gestion des collections. Il se trouve qu'au muséum, on a quand même pas mal de collections d'importance quelquefois internationale, que ce soit en zoologie, que ce soit en botanique, que ce soit en minéralogie, que ce soit en paléontologie. Ben, il faut des gens derrière pour pouvoir un peu les gérer. Il y a tout un tas de catégories de personnel qui s'en occupent, hein, pour l'informatisation, pour l'accueil des visiteurs, pour envoyer du matériel en prêt. Donc ça fait partie de mon travail. Ensuite, une quatrième mission, c'est l'expertise. Bon, on n'est pas nombreux, je vous ai dit, en tant qu'aranéologue ou arachnologue. Donc, il y a des études à faire ou des inventaires, et puis participer à des commissions et participer à des conseils scientifiques sur les araignées. Donc, il y a des dossiers à lire, il y a des avis à donner sur des SNIEF, sur des zones à mettre en réserve, sur des trucs comme ça. Donc c'est aussi partie de mon travail. Et puis la 5e des missions qui me prend pas mal de temps depuis quelques années, parce que voilà, ça s'est trouvé comme ça, puis bon, que j'aime ça aussi. Je suis tombée sur un groupe qui était méconnu et dont j'ai envie de transmettre des bonnes informations dessus, c'est la diffusion des connaissances. Et c'est à travers ça que je fais justement des animations, des conférences, des médias, etc. Et que j'écris des livres pour le tout public. Donc dans la diffusion des connaissances. Puis je reçois aussi des phobiques dans ce cadre-là pour leur faire changer le regard sur les araignées. Donc voilà, mon boulot, c'est un petit peu, c'est tout ça. Hein, voilà. Merci beaucoup. Pas de souci, merci. Alors, je me suis mis aux araignées il y a peu de temps, notamment grâce à votre livre « À la découverte des araignées ». C'est avec Alain Canard qui m'a formé sur les araignées. Hein, donc, il faut remettre ça avec mon maîtresse araignée. Alain Canard a fait beaucoup de choses. Et donc, j'ai encore beaucoup de mal à identifier les araignées. Oui, surtout sur le terrain, je suppose. Oui, voilà. Oui. Est-ce que vous avez des conseils à donner ? C'est la pratique. Essayer de te mettre dedans, d'essayer de reconnaître un certain nombre d'espèces. Tu sais, un bon aranéologue sur le terrain, par rapport aux 1750 espèces de France, hein, si on reste là-dessus, il va déterminer à la vue peut-être 15%. Et de toute façon, et c'est ça qui bloque un peu, si tu veux, pour utiliser les araignées, parce que dans ces cas-là, derrière, il te faut un bon matériel binoculaire, tu vois, pour pouvoir arriver à déterminer les espèces. Il y a plein d'espèces qui se ressemblent énormément au niveau morphologique, tu ne vas pas pouvoir les déterminer sur le terrain. Il faut faire le prélèvement. C'est ça le problème, si tu veux. Donc, je te dis, c'est la pratique, c'est apprendre petit à petit à connaître les milieux de vie d'un certain nombre d'espèces. Si tu dis, j'ai cette espèce-là parce que tu penses avoir trouvé, puis qu'après tu te rends compte que pour la biologie qu'on connaît, c'est une espèce qui était en forêt et que toi tu l'as trouvée en pleine zone ouverte, tu peux te poser la question de savoir si tu as bien déterminé la bête. Ou alors, il y a eu une extension de son habitat, etc. Après, c'est essayer d'aller sur des sites pour arriver à avoir quelques informations plus sur l'écologie. Donc, un certain nombre de sites, éventuellement, tu pourras m'envoyer un mail et je pourrais te donner les infos. Mais tu peux déjà aller aussi sur le site de l'ASFRA, ASFRA, si tu connais ou pas. Tu connaissais l'association ? Oui, un peu, oui. Ouais. Donc là, on te donne en fait une liste de sites qui sont vraiment des sites qui te permettent d'aller jusqu'aux identifications, avec prélèvement pour la majorité d'entre eux, encore une fois. D'accord. Donc, obligation de tuer l'individu. Exactement. Et oui, et c'est le gros souci, hein, c'est pour ces animaux-là, on est obligé d'aller, pour le moment, d'aller les tuer encore pour pouvoir au moins avoir toutes les données. Petit à petit, on est en train de faire des prélèvements aussi ADN maintenant. On fait des databases en fait au niveau de l'ADN, mais si on continue pas à le faire, on n'aura jamais les références.
Donc, bien évidemment, pour beaucoup de groupes, maintenant, tu prélèves un petit truc ou un élément de la mare et puis tu fais ton analyse et tu te dis, bah ouais, il y avait ça, ça, ça et ça. Sauf que pour les araignées, bah, ce n'est pas encore le cas. Donc oui, pour l'instant, il faut qu'on soit encore à prélever pour pouvoir faire les ADN, pour pouvoir faire rentrer tout ça dans une base et qu'ensuite, on ait peut-être dans l'avenir aussi voilà, cette possibilité de ne plus avoir ces prélèvements. Mais on n'en est pas là. On n'en est pas là. Alors après, il y a tout un tas d'informations, je te dis, écologiques, de périodes de présence aussi, des cycles de vie qui sont différents selon les espèces. Donc, il faut vraiment s'accrocher pour arriver à connaître tout ça. Mais bon, à partir du moment où tu es passionné, où tu as envie de le faire, tu le feras, hein, et puis ça arrivera. Il y a 2 collègues du Sud, région Midi-Pyrénées, je crois, dont une qui était à la LPO. La LPO a fait un fascicule sur la reconnaissance des araignées Midi-Pyrénées, avec tout un tas d'informations sur le mode de vie, sur les habitus, hein, donc sur la morphologie générale, etc. Donc il y a des choses qui sont faites petit à petit. Tu as aussi ça, un truc comme ça aussi en Bretagne, avec le Grécia. Donc je ne sais pas si tu connais, oui. Donc du coup, il y a aussi des informations comme ça. Et il y a quelques régions où il y a eu des inventaires qui ont été faits et qui te permettent d'avoir quelques données. Mais pour l'instant, au bout d'un moment, il faut de toute façon prélever. Et quand je vois quelquefois, tu vois, sur Internet, un certain nombre de sites où, à partir des photos, ça se fait bien maintenant, on prend des photos, en plus on a des super appareils, tu peux avoir aussi il y a pas mal de programmes de sciences participatives qui se sont mis, tu peux reconnaître des plantes, tu peux reconnaître tout ça, donc pour les araignées, c'est pas encore le top non plus, hein, de toute façon, puis c'est vraiment que quelques espèces, hein. Où là, j'ai perdu mon fil, je ne sais plus ce que je voulais te dire. À quoi mince alors. Ça y est, je suis partie sur un truc et puis j'ai oublié. Oui, les photos, oui, merci Jacqueline. Heureusement qu'il y a les amis qui sont là et qui. Donc sur Internet, il y en a plein qui veulent déterminer des araignées à partir de photos. Hein, tu as un certain nombre de sites, hein, où il y a des gens qui se sont mis comme ça et qui veulent absolument mettre un nom d'espèce à partir d'une photo. Ça nous fait, pour certains des arachnologues, là, râler. Parce que pourquoi systématiquement aller jusqu'à un nom d'espèce quand de toute façon, on sait que ce n'est pas possible. Tu vois? Donc, c'est un petit peu le défaut de certains amateurs, voire quelquefois très éclairés, mais quand on ne peut pas, on ne peut pas. On doit être capable de dire, je ne peux pas aller jusqu'au nom d'espèce s'il n'y a pas de prélèvement et observation des organes génitaux derrière, sur des individus adultes en plus. OK? Donc, il y a plein de déterminations qui sont fausses parce que on ne pouvait pas le faire de toute façon, pas sur photo et pas avec les photos qui sont visibles. D'où le fait que des sciences participatives avec les araignées, il n'y a pas vraiment, c'est pas pour l'instant très développé, ou alors sur des espèces qui sont vraiment très reconnaissables. Des araignées crabes avec différentes couleurs dans des milieux, certaines araignées sauteuses, des épères. Les épères, c'est assez facile quand même aussi. Il y en a beaucoup qui sont uniques. Mais il y a les araignées loups, les araignées qui sont sous des pierres, les gnaphosides et tout ça. Non, il faut prélever. On ne peut pas faire autrement. D'accord, merci. Mais accroche-toi hein, quand même, hein, d'accord? Accroche-toi au fil. C'est bon? Moi, j'avais une question, Oui. sinon. Tu as parlé de 12 espèces en liste SCAP et d'une prochaine liste rouge. Oui. Si tu devais protéger une araignée en France, ce serait laquelle? Aucune. Ça te va comme réponse? Faites attention à se dire, pourquoi protéger? Qu'est-ce qu'il faut protéger en priorité? Est-ce que ce sont les espèces? Est-ce que ce sont les habitats? Les milieux? Donc, on préconise beaucoup une protection des habitats avant une protection des espèces. OK? Pour protéger une espèce, il nous faut des données suffisantes pour arriver à se dire, OK, là, il y a une évolution, et puis il faut que je tienne compte du cycle biologique naturel, il y a des chutes de temps en temps, puis ça remonte, puis ça... Donc, il faut beaucoup de données pour arriver à se dire, cette espèce-là, il faut la protéger, etc. Donc, ça sera en liaison avec les milieux, déjà. Et on ne peut pas dire une espèce. C'est peut-être plusieurs. Oui, je pense. Et
si on prend un petit peu l'exemple de certains pays européens, avec beaucoup moins d'espèces qui ont pu quelquefois faire des suivis de certaines populations, je t'ai dit, il y a des espèces en fait dans certains pays limitrophes qui sont protégées. Avec, effectivement, on a noté des exigences au niveau d'écologie et des micro-habitats qui sont vraiment très importantes. Les espèces des zones humides, ça va être effectivement peut-être celle-là qu'il va falloir mettre en avant, comme on a fait les listoscapes. Donc argironnette, quand elle est présente dans une mare de bonne qualité, elle est en grand nombre. Mais c'est très 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 ponctuel maintenant, hein, tu vois. Donc elle est protégée déjà dans certains pays. La Dolomedes plantarius est protégée, pourquoi pas? Effectivement, parce que faut pouvoir la reconnaître avec l'autre parce qu'elles se ressemblent, hein, aussi. Une des espèces qui est aussi protégée dans certains pays, c'est Eresus niger, Eresus colari, pardon, qui est l'Erès coccinelle. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, c'est les mâles, les femelles sont toutes noires avec des petites soies blanches et les mâles sont avec un abdomen rouge et 4 points noirs, ça fait comme une coccinelle. Inféodée à des plateaux calcaires bien ensoleillés. Un habitat vraiment très particulier. Donc oui, elle est protégée celle-là aussi. Et en plus, les populations, quelquefois, quand elles sont bien dans le milieu qui est propice à leur installation, elles sont en grand nombre. Mais encore une fois, c'est très, tu vois, c'est des petits points. C'est pas quelque chose de... Donc, ça peut être des espèces, si tu veux, qu'il faut... Et c'est celle-là qu'on met en avant pour essayer de les regarder et de bien les observer dans certains types de milieux. Après, on a une espèce... Si on a une espèce qui est sous directive habitat et sous convention de Berne en Europe, c'est la mygale andalouse. C'est une des plus grosses mygales qui existent en Europe. Il y a une vingtaine d'espèces en France et une quarantaine d'espèces en Europe. Et il se trouve que la mygale andalouse, donc Macroteleca vivait plutôt dans des châtaigneraies en Andalousie. Ils ont quand même beaucoup coupé leurs châtaigneraies. Elle s'est réfugiée dans des oliveraies. On importe des oliviers en France, on retrouve Macroteleca dans le sud de la France et même dans certaines jardineries maintenant dans la région parisienne. Et celle-ci, elle dépend quand même de certaines conventions, hein, parce que justement, elle a été réduite aussi, quoi. Et on a une espèce, c'est faux, on a une espèce protégée en France, pas métropolitaine, mais une de Martinique, une mygale qui est arboricole. Ils ont coupé beaucoup de forêts en Martinique. Il y a eu beaucoup de prélèvements par les amateurs éleveurs en terrariophilie. Et là, les populations ont chuté. Mais on a fait une étude avec un collègue qui restait par là-bas pendant pas mal d'années, demandée par la direction régionale de Martinique pour pouvoir faire un suivi des populations. Avant qu'on dise, oui, celle-là, il faut la protéger. Et elle a été mise sous protection il n'y a pas très longtemps, alors qu'il y avait un dossier qui attendait depuis 10 ans. Donc, tu vois, c'est pas si facile que ça, quand même, à protéger des bêtes. Oui, je pensais à la fausse veuve noire dans le sud, qui est beaucoup victime du braconnage, justement pour la terrophilie. Ah non. Sincèrement, non. Elle n'est pas beaucoup prélevée, hein, sincèrement. Hein. Et puis, de toute façon, il y a des populations énormes. Mais j'avais pas entendu parler de braconnage quand même alors que la fausse veuve noire, c'est laquelle? Parce que la veuve noire, on en a dans le sud de la France. En plus, il y a eu un article qui est sorti il y a pas très longtemps qui fait le buzz là, en disant la veuve noire est arrivée, elle est méditerranéenne. Normalement, la veuve noire, la malmignate, c'est-à-dire la Trodectus tridecingutatus. Malmignate, on l'appelle comme ça en Corse, et elle a été observée sur la région de Charente, hein, dans des arrières dunes. Celle-ci, c'est la veuve noire typique méditerranéenne, donc de laquelle tu parles, toi. J'ai pas le nom scientifique. T'as pas le nom parce que la fausse veuve noire, il y en a plusieurs. Okay. Il y a plusieurs fausses veuves noires et il y en a une dans nos maisons, hein. Celle qu'on appelle quelquefois la fausse veuve noire, c'est une petite araignée qu'il y a dans nos maisons qui s'appelle la Steatoda grossa, la fausse veuve noire domestique, toute petite, 5 mm. Bon, celle-là est tout à fait courante. Après, il y en a d'autres qui sont appelées fausses veuves noires. C'est Steatoda aussi, c'est même pas le même genre. Steatoda nobilis, qui est remontée, qui était plutôt... méditerranéenne aussi et qui est remontée maintenant en Angleterre. Mais elle n'est pas vraiment prélevée non plus et pas soumise au braconnage. Hein. Donc, il faudra que tu retrouves des sources pour me dire de quoi tu parles parce que
A priori, moi, j'ai pas vu de truc comme ça qui va chercher vraiment ces araignées-là. Hein. Et on les retrouve pas facilement en élevage. C'est des araignées qui sont annuelles, qui vivent pas longtemps. Je vois pas trop l'intérêt. Okay. Et en plus, elles sont pas. Et contrairement à ce qu'on pense, elles sont pas du tout dangereuses pour l'homme en plus. Hein. Parce que pour aller les chercher et se faire mordre par une veuve noire, 1 centimètre, des crochets tout petits, il faut vraiment aller l'embêter pour se faire mordre au niveau des doigts. Hein. D'accord. Merci. C'est bon? Ça vous convient? Ben, merci beaucoup. Puis si vous voulez feuilleter, merci.